Et si le plus grand bouleversement économique d'Afrique de l'Ouest se produisait là où on ne l'attendait pas? Imaginez, face au mur érigé par l'ordre mondial, à la menace des sanctions et à l'isolement diplomatique, trois nations enclavées, longtemps perçues comme condamnées par leur géographie, viennent tout simplement de retourner la situation. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, plutôt que de plier sous la pression, redéfinissent les règles du jeu. Pendant des générations, la carte de l'Afrique de l'Ouest était lue comme une condamnation sans appel. Pas de littoral, pas de pouvoir. Les grandes puissances ont soigneusement bâti un système où dépendance rimait avec absence de sortie sur mer, forçant ces pays à accepter des accords de transit défavorables, à dépendre de voisins côtiers eux-mêmes influencés par des intérêts lointains. Pendant ce temps, la richesse du sol sahélien, l'or, les minéraux stratégiques, filaient à l'étranger, les profits s'évaporaient à chaque frontière, à chaque quai contrôlé par d'autres. C'était un piège parfait, conçu pour empêcher la prospérité de véritablement atteindre le cœur du Sahel. Mais aujourd'hui, la poussière retombe sur ces anciennes certitudes. L'Alliance sahélienne n'a pas imploré qu'on rouvre les portes fermées. Elle n'a pas mendié le retour d'une aide conditionnée. Elle s'est tournée vers ses propres ressources, vers la souveraineté. Les sanctions devaient briser leur volonté? Elles ont produit l'inverse. Là où l'on prédisait l'effondrement, c'est une reconfiguration silencieuse mais puissante qui s'opère. Les ports qui ont obéi aveuglément au blocage voient leurs revenus s'effondrer, tandis que d'autres, comme le Togo, choisissent le réalisme et la coopération. Le rapport de force bascule, sous nos yeux. Mais attention, manquer de comprendre ce qui se joue, c'est risquer de rater une transformation historique, celle qui pourrait rendre à l'Afrique de l'Ouest sa dignité, sa maîtrise des richesses, et la possibilité de sortir durablement de la pauvreté. Plongeons ensemble dans l'histoire et les mécanismes de ce bouleversement inédit. Pendant des générations, la carte de l'Afrique de l'Ouest semblait une condamnation immuable. Regardez-la une seconde. Les vastes terres du Mali, du Burkina Faso, du Niger apparaissent comme des îles de poussière, encerclées par les frontières, tenues à distance de la mer par la géographie, mais surtout par l'ordre établi. Dès l'indépendance, on nous a enseigné que, sans accès à l'océan, ces nations étaient destinées à rester captives de la volonté de leurs voisins côtiers et des puissances étrangères. Le récit dominant? Qu'un pays sans littoral, c'est un pays condamné à dépendre, pour le commerce, pour les devises, pour le simple fait de survivre. Mais pourquoi, exactement? Parce que toutes les routes menaient ailleurs. Les corridors de transit, ces veines économiques reliant le cœur du Sahel aux ports animés de l'Atlantique, étaient contrôlées par des accords écrits bien loin de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, et souvent dictés dans la langue et l'intérêt des puissances occidentales. Pour exporter une tonne de coton, pour acheminer une cargaison d'or ou remplir les marchés de denrées vitales, il fallait négocier, céder, payer des droits de passage. Et tout cela sous la surveillance d'institutions régionales ou internationales qui se présentaient comme neutres, mais qui, dans les faits, veillaient au maintien du statu quo. Ce système ne laissait rien au hasard. Les traités de transit, les tarifs surélevés, les bureaucraties imposées, tout était conçu pour que les richesses du Sahel s'écoulent, génération après génération, vers l'extérieur. L'économie de ces nations a été organisée, pas au hasard, mais avec méthode, pour que la prospérité leur échappe. On a vu des récoltes pourrir dans les champs, faute de moyens d'exportation, des mines tournées à plein régime, mais les bénéfices filés vers d'autres capitales, des banques locales étouffées par des décisions prises à l'étranger. Au moindre mouvement de défiance, la punition était immédiate. Fermeture des frontières, gel des avoirs, embargo sur les biens essentiels. Ceux qui tenaient les clés des ports ou des institutions financières ouest-africaines faisaient peser sur les peuples de l'intérieur une pression quasi mathématique, qu'ils obéissent ou qu'ils souffrent. Ce chantage, répété crise après crise, n'a pas seulement coûté des milliards en opportunités perdues. Il a forgé dans la conscience collective l'idée que briser la chaîne, c'était risquer l'effondrement. Et pourtant, derrière ce rideau de sanctions et d'exclusions, une vérité plus profonde se dessinait. Chaque décision imposée au nom de la stabilité, chaque contrainte présentée comme naturelle,
était en réalité le fruit d'accords politiques et économiques soigneusement verrouillés. Loin d'être une fatalité, la dépendance institutionnelle était un système entretenu où le moindre accès à la mer, à la finance ou au commerce passait par le filtre d'intérêts extérieurs. Pour les peuples du Sahel, la facture a été lourde. Des décennies d'ajournement du développement, d'émigration forcée, de frustration et d'humiliation répétées. L'histoire officielle présentait cette soumission comme une simple question de géographie. Mais en réalité, c'était une question de pouvoir, d'équilibre, de choix faits ailleurs et de résignation acceptée ici. Mais les vieilles règles, savamment maintenues, ont commencé à s'effriter. Quand on ferme un port, quel nouveau chemin peut s'ouvrir? C'est la question qui a animé, presque en silence, le cœur du Sahel ces dernières années. Quand l'embargo est tombé sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger, beaucoup, à l'extérieur comme à l'intérieur, s'attendaient au pire. On prédisait la famine, l'asphyxie économique, l'humiliation. Après tout, ces pays n'ont pas d'accès direct à la mer, leur commerce dépendait jusqu'alors du bon vouloir de leurs voisins côtiers. Mais c'est justement là que le scénario a déraillé et que l'histoire a pris une autre tournure. Au lieu de plier sous la pression, l'Alliance sahélienne a retroussé ses manches et a décidé d'écrire ses propres règles. Les ports traditionnels, pensant tenir le destin du Sahel entre leurs mains, ont fermé leurs portes. Mais la soif de souveraineté, elle, a été plus forte que toutes les sanctions. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont commencé à exploiter avec une détermination renouvelée leurs richesses minérales. Or, uranium, phosphate, autant de ressources que le reste du monde juge indispensables. Ils ont compris que leur force ne dépendait pas d'un quai, mais de ce qu'ils avaient sous leurs pieds et entre leurs mains. C'est alors que la créativité et le pragmatisme ont pris le dessus. Plutôt que de s'effondrer, ils ont réinventé leur route commerciale. Les camions de marchandises, autrefois bloqués ou contrôlés par des intermédiaires, ont trouvé de nouveaux itinéraires. Le Togo, percevant l'opportunité, a ouvert son port et déroulé le tapis rouge aux opérateurs sahéliens. Résultat, pendant que certains ports perdèrent des millions en revenus, Lomé, par exemple, a vu exploser son activité. On a vu des convois de camions sillonner de nouvelles routes fraîchement sécurisées, reliant Bamako ou Ouagadougou aux eaux accueillantes du golfe de Guinée. Les sanctions, qui visaient à briser l'économie sahélienne, ont eu l'effet inverse. Elles ont précipité une prise de conscience collective. Le commerce, comme l'eau, trouve toujours sa voie. Ceux qui ont tenté de contenir le Sahel se sont retrouvés à regarder, impuissants, la prospérité filer vers ceux qui osèrent briser l'ancien ordre. Les marchés intérieurs, loin de s'effondrer, se sont réveillés avec vigueur. Les ressources, autrefois bradées à l'extérieur ou sous contrôle étranger, sont devenues des leviers de négociation. Pour la première fois, les États du Sahel ont pu poser des conditions. Accès à leur marché de consommateurs, garantie de transit respectant leur dignité, et surtout, fin de la dépendance à l'aide étrangère. Le commerce a remplacé la charité. Mais le plus grand bouleversement ne s'est pas vu tout de suite dans les chiffres. Il était d'abord psychologique. Pendant des décennies, on avait fait croire aux populations ouest-africaines que rompre avec les anciens parrains occidentaux était un suicide économique. Pourtant, l'effondrement tant attendu n'est jamais venu. Au contraire, un souffle nouveau s'est répandu, traversant les frontières, des capitales côtières aux villages ruraux. Les voisins, eux, ont commencé à douter de leur propre choix. Ils ont vu que là où le Sahel avait été puni, il se relevait, debout, digne, bâtissant pierre après pierre son indépendance. Et puis, un autre phénomène est apparu. Les anciennes puissances régionales, qui pariaient sur la défaite du Sahel, ont vu leurs propres économies décliner. Les marchés sahéliens, jadis captifs, ont glissé entre leurs doigts. Ceux qui maintiennent le statu quo risquent désormais de s'isoler eux-mêmes, de perdre l'accès à des consommateurs avides et à des ressources stratégiques. Un choix se profile. Rester prisonnier du vieux système ou rejoindre la dynamique, sous peine de voir la lumière de la prospérité s'éloigner. Au fil des mois, la réalité s'est imposée. Les délégations qui, hier encore, sermonnèrent le Sahel, viennent aujourd'hui négocier, non plus l'obéissance,
mais l'intégration économique. On ne parle plus d'aide conditionnelle. On parle de construire des voies ferrées, de partager l'électricité, de garantir la sécurité des échanges. C'est là une transformation profonde. La souveraineté économique n'est plus une utopie, mais un modèle qui attire même ceux qui doutaient. Ainsi, sur les routes du commerce sahélien, ce sont autant de lumières qui s'allument, dessinant une carte nouvelle, où la dignité et l'audace redéfinissent les frontières du possible. Mais cette inversion des dynamiques n'est qu'un début. Elle a déjà déclenché des conséquences politiques et économiques inattendues, que nous allons explorer maintenant. Quand le centre de gravité bouge, tout l'échiquier s'en trouve bouleversé. Aujourd'hui, le bloc sahélien, longtemps perçu comme une périphérie assiégée, s'est imposé comme le nouveau pôle d'attraction de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus une alliance de survie, mais bien un épicentre géopolitique qui attire tous les regards, des capitales voisines aux grandes puissances mondiales. Regardez autour de vous. Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger affirment ensemble leur souveraineté, leurs voisins côtiers observent, parfois avec envie, parfois avec prudence. Les anciennes institutions, qui s'étaient autorisées à imposer sanctions et blocus, ont perdu ce qui leur restait d'autorité morale et politique. Leur choix d'appliquer les consignes de l'extérieur, de brandir la menace de l'exclusion économique, a fissuré la confiance régionale. Au lieu de briser la résistance sahélienne, ces mesures ont révélé la capacité de ces pays à survivre et même à prospérer en dehors du schéma traditionnel. Et ce constat ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Les populations des pays côtiers, elles aussi, découvrent les limites de la dépendance à l'aide extérieure. La promesse d'un développement sous tutelle, de routes et d'infrastructures sous conditions, apparaît désormais pour ce qu'elle est, une voie sans issue. Le réveil civique s'étend. Partout, on discute souveraineté, ressources, partenariats équitables. La dynamique sahélienne agit comme un catalyseur. Elle inspire, elle inquiète. Mais surtout, elle oblige à repenser le modèle d'intégration régionale. Dans les coulisses, les réunions diplomatiques ont changé de ton. On parle moins des promesses conditionnelles des bailleurs étrangers et davantage de projets concrets, de corridors ferroviaires, de réseaux énergétiques communs, de chaînes d'approvisionnement sécurisées. Une nouvelle logique s'impose. La sécurité collective et la prospérité ne viendront plus de l'extérieur, mais de l'interdépendance assumée entre voisins africains. Ce n'est plus le langage de la soumission, mais celui de la construction commune. Cette onde de choc ne passe pas inaperçue à l'international. À Paris, à Bruxelles, à Washington, le vieux réflexe était simple. Isoler, couper les vivres, attendre la reddition. Mais cette fois, la stratégie s'est retournée contre ces architectes. Les anciens leviers de contrôle ont cédé. L'un après l'autre, les États de la région qui étaient jadis les relais dociles des blocages extérieurs commencent à calculer les bénéfices d'un réel alignement régional. La promesse d'une coopération souveraine, tangible et profitable, pèse de plus en plus lourd face à l'incertitude et les aides conditionnées venues d'ailleurs. Sur le plan mondial, c'est la ruée. Les ressources sahéliennes, uranium, lithium, or, qui alimentent les villes européennes et stabilisent les marchés internationaux, sont désormais négociées selon de nouvelles règles. Le monopole occidental s'effrite. Désormais, de nouveaux partenaires frappent à la porte. Ils proposent des infrastructures, des marchés, sans exiger l'allégeance politique ou la soumission institutionnelle. Pour la première fois, la coopération régionale et l'ouverture à la multipolarité deviennent des choix d'avenir, et non des actes de défiance. Mais ce basculement comporte un risque. Rester spectateur, c'est risquer de se figer dans le passé, de rater l'opportunité unique de bâtir une indépendance réelle. Les élites, les décideurs, les citoyens ouest-africains ont un choix à faire. Épouser la dynamique nouvelle, ou s'accrocher à un ordre révolu dont la légitimité s'effondre. Car une région qui contrôle ses ressources, ses échanges, son avenir, c'est bien plus qu'un symbole. C'est la condition même de la dignité collective et de la sortie durable de la pauvreté. Alors, face à ce basculement historique, une question s'impose. Quelles leçons en tirer et comment transformer cette nouvelle donne en fondation solide pour l'avenir?
Quelle route peut-on bâtir quand on ose briser les chaînes du passé? La réponse, aujourd'hui, n'est plus une théorie lointaine. Elle s'écrit dans la poussière rouge du Sahel, dans chaque choix difficile, dans chaque contrat négocié à la lumière crue de l'histoire. Ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont accompli n'est pas simplement un acte de résistance. C'est un mode d'emploi inédit pour tous ceux qui cherchent à se relever dignement, à reprendre le contrôle et à transformer, enfin, la promesse de souveraineté en réalité palpable. Première leçon, et peut-être la plus fondamentale. La dignité ne se quémande pas, elle se conquiert et se protège chaque jour. Pendant des décennies, la richesse minérale du sol sahélien a éclairé et construit des villes lointaines, tandis que les villages du cru restaient dans l'ombre. Mais aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Refuser la dépendance, ce n'est pas nier l'importance des échanges. C'est exiger que chaque gramme d'uranium, chaque once d'or, chaque pépite de lithium bénéficie d'abord aux populations d'ici. Cela passe par la maîtrise totale des ressources, par la transparence sur les contrats, par la capacité de documenter et de défendre chaque décision économique devant le peuple. Deuxième apprentissage. L'intégration régionale ne doit plus être synonyme de soumission à des intérêts extérieurs. L'Alliance sahélienne démontre qu'il est possible de bâtir des ponts solides entre voisins sur la base d'un respect réciproque et d'un intérêt commun, et non sur des aides conditionnées ou des diktats venus d'ailleurs. C'est dans cette union des volontés, où chaque État défend l'autre face aux pressions, qu'émerge une force nouvelle, capable d'orienter le destin collectif. Troisième point essentiel, l'unité des civils et des responsables politiques autour d'un projet partagé. Trop souvent, les clivages internes sont exploités pour affaiblir les mouvements d'émancipation. Mais ici, la conscience commune d'un enjeu historique a forgé un front uni. La fierté retrouvée n'est pas seulement politique, elle est sociale, culturelle. Elle irrigue les discussions dans les marchés, les salles de classe, au sein des familles. Chaque citoyen comprend désormais que sa voix, son travail, sa vigilance sont des pierres nécessaires à l'édifice d'une souveraineté réelle. Et la leçon ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Pour tout peuple convaincu que la dépendance est une fatalité, le moment présent prouve qu'aucun verrou historique n'est inviolable. L'audace, la stratégie et la maîtrise de l'information valent mieux que la réaction émotionnelle ou la résignation. Ce sont ces choix réfléchis, cette capacité à anticiper les coups et à documenter scrupuleusement chaque victoire qui changent durablement la donne. Regardez. Même les puissances mondiales ont dû revenir s'asseoir à la table, non plus pour imposer, mais pour négocier. La fameuse charité conditionnée, qui maintenait la région sous perfusion, s'efface au profit d'un commerce d'égal à égal. Mais attention, ignorer cette dynamique, se satisfaire de victoires éphémères ou retomber dans les anciens réflexes, c'est risquer de voir l'histoire se répéter, au détriment des générations à venir. Ce moment est à saisir avec rigueur, lucidité et courage. La route est encore longue, incertaine, parfois semée d'embûches. Pourtant, jamais depuis l'indépendance, la région n'a disposé d'autant de pouvoir sur son avenir. Reste alors la question centrale. Qu'allons-nous faire collectivement de ce nouveau pouvoir? La souveraineté n'est jamais donnée, elle se construit jour après jour. À l'échelle du Sahel, cette vérité n'a jamais été aussi éclatante qu'aujourd'hui. Nous sommes à un moment charnière. Ce n'est plus la charité conditionnée qui dicte les règles, mais bien le commerce d'égal à égal. Les anciennes routes imposées par l'ordre mondial vacillent, et si la communauté internationale tente encore de négocier de nouveaux accès à une forteresse qu'elle croyait pouvoir affamer, la réalité sur le terrain a déjà changé. Les ports côtiers notent discrètement l'intensification des échanges, les contrats multipolaires s'empilent, et l'image d'un Sahel inerte, condamné par son absence de littoral, s'efface face à l'évidence d'une région qui impose ses propres règles. Mais cette victoire n'a rien d'un cadeau. C'est le fruit d'une lutte quotidienne, forgée dans la poussière rouge du continent, par des mains qui ont trop longtemps vu partir leurs richesses sans jamais en voir la couleur. Pendant des décennies, le sentiment d'indignation a couvé. Il suffisait de regarder, impuissant, les ressources du sous-sol quitter le pays, alors que le goudron manquait sur les routes et que l'électricité demeurait un luxe. Cette époque de résignation,
marquée par une diplomatie savamment orchestrée pour maintenir la dépendance, est désormais révolue. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de mendier la dignité à des institutions internationales, mais de la cultiver ici, chez nous, avec nos propres forces. C'est cette prise de conscience collective, cette fierté nouvelle, qui fait trembler l'ancien ordre mondial. L'Alliance sahélienne a démontré qu'il était possible de survivre à un siège économique, mais surtout de transformer cette épreuve en levier de puissance. Le véritable basculement ne s'est pas négocié dans les salons feutrés des capitales occidentales, mais s'est imposé, implacable, sur la terre même où l'on croyait voir dépérir toute ambition. Désormais, chaque accord signé, chaque pas vers l'autonomie énergétique, chaque initiative commerciale souveraine, vient rappeler que le respect n'est plus une faveur à quémander. C'est un droit qu'on s'arrache, un fait qu'on impose. Alors, que va-t-on bâtir à partir de cette liberté regagnée? L'histoire jugera sévèrement ceux qui, par peur ou par complaisance, laisseraient passer cette chance unique de sortir de la pauvreté et de l'asservissement institutionnel. Car c'est bien là que réside tout l'enjeu. Saisir l'occasion de reconquérir durablement la maîtrise de nos ressources, de notre économie et de notre destin politique, ou risquer de rechuter dans le cycle sans fin de la dépendance. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin le simple pragmatisme ou la gestion de crise. C'est une question de dignité humaine, de transmission à la génération suivante d'un héritage qui ne soit plus celui de la soumission, mais de l'émancipation. Le Sahel prouve à l'Afrique et au monde que l'absence de littoral n'est pas une condamnation, que l'isolement imposé n'est pas une fatalité. C'est même parfois le point de départ pour réinventer les règles et reprendre l'initiative. Pour que ce renouveau soit durable, il faudra continuer à bâtir, non sur la colère, mais sur la lucidité et les faits. La solidarité régionale, la maîtrise technique, l'exigence de transparence et la volonté inflexible sont désormais nos meilleures armes. Les chaînes de la dépendance ont été brisées, mais rien n'est encore définitivement acquis. La souveraineté s'entretient chaque jour, par chaque décision, chaque compromis assumé, chaque pont bâti vers un partenaire choisi. Ce réveil du Sahel est un signal adressé à tout le continent et bien au-delà. L'ère de la soumission silencieuse et de l'attente résignée est terminée. Le lever du jour appartient à celles et ceux qui n'ont jamais cessé de croire en la valeur de leur terre et en la force de leur union. Jamais l'Afrique de l'Ouest n'a eu devant elle une opportunité aussi décisive de façonner son avenir. Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement d'observer, il est temps de s'engager, de s'informer, de diffuser cette nouvelle réalité et de bâtir ensemble un futur où la souveraineté n'est plus un rêve lointain, mais une œuvre collective, quotidienne et concrète.